ce dimanche. Vous l'avez vu, aujourd'hui je vous retrouve pour à nouveau 5 recommandations ici sur des livres de guerre et plus précisément sur la Seconde Guerre mondiale parce que c'est quand même ce qu'il y a le plus dans ma bibliothèque. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas, chaque année à l'approche de la commémoration donc, de l'armistice, je profite de cette période pour lire justement au minimum par an un livre de guerre pour continuer à m'informer par différents points de vue, différents angles en fait, ce qu'il s'est passé durant cette période. Et c'est un peu, si vous voulez, mon petit devoir de mémoire à moi. Voilà, c'est un rituel que j'ai mis en place il y a bien pratiquement 10 ans je pense maintenant. Et voilà, ça me tient beaucoup à cœur. Et donc forcément au cours de ces dernières années, j'ai fait de chouettes découvertes, même si je ne l'ai pas. Et voilà, j'avais envie du coup cette année, en première vidéo pour le début de cette chaîne, de faire la même chose du coup à travers ces recommandations-ci. Et du coup, on va attaquer tout de suite pour ceux et celles d'entre vous que ça intéresse. J'en ai pour un peu des genres assez différents. Il y a du jeunesse, il y a des récits de vie, enfin voilà, vous verrez. Et il y a des parties aussi du coup réelles et fiction. En premier, je vais commencer directement par celui-là parce qu'il est emblématique. Il s'agit du journal d'Anne Frank, donc comme le nom l'indique, écrit par Anne Frank. Et donc ici j'ai l'édition, le livre de poche, qui a déjà bien vécu. Je l'avais acheté en seconde main à l'époque. Et en fait, donc à travers ce journal, c'est un peu écrit sous forme donc, de journal intime. C'est vraiment ça. Par du coup Anne qui a été déportée, comme j'imagine vous le savez déjà, en tout cas j'ose espérer. Et on suit vraiment toutes les traces, les passages qu'elle a écrits dans son véritable carnet à l'époque, où elle s'invente en fait aussi une correspondance, on va dire une amie imaginaire qui s'appelle Kitty. Et on retrouve beaucoup des passages, voilà, par exemple. Ici elle met Kit en surnom, mais sinon vous avez à chaque fois date et le cher Kit, cher Kitty, ma chère Kitty, voilà. Souvent cher Kitty, hein, comme on peut le voir ici. Et on va suivre du coup, pas forcément toutes ces années. Donc ici je vois qu'on est en 42 et à la fin on est en 44. Donc voilà, sans vouloir spoiler, mais je pense que c'est assez connu en général. Ça a été quelquefois adapté en série, en film, etc. On en a beaucoup parlé, c'est le livre un peu de référence. Voilà, c'est une fin tragique pour une époque qui a été totalement tragique aussi, hein, c'est clair. Et si j'ai envie de vous en parler, malgré le fait qu'il soit connu aussi, c'est parce que je trouve qu'il est vraiment très bien écrit. C'est vraiment l'aspect qui m'avait interpellée et qui m'a marqué plus que l'intérieur du récit comparé à d'autres histoires, d'autres récits de vie que j'ai lus depuis. C'est qu'à l'époque, je pense qu'elle a 14 ans, j'ai peur de me tromper, mais en tout cas dans ces alentours-là. Et pourtant, sa plume est incroyable. Elle écrit vraiment très bien. Et je suis toujours étonnée en fait que à l'époque, quelqu'un en tout cas de cet âge-là savait si bien écrire. Alors Anne se destinait à la base à des études de journalisme, ce qui n'a pas pu se faire. Mais je pense que voilà, son amour de la langue en tout cas, voilà, le langage qu'on avait à l'époque, courant même pour des enfants, des ados, etc., était très différent de celui qu'on a actuellement et ça transparaît vraiment donc beaucoup dans cet ouvrage-ci et c'est ce que j'ai vraiment aimé. Il y avait beaucoup de métaphores aussi, j'en me rappelle d'une où elle parle de la guerre qui fait rage en elle. Et je sais pas, il y a beaucoup de métaphores comme ça qui font vraiment écho entre ce qu'elle ressent à l'intérieur et ce qu'elle vit dehors, ou plutôt de loin, vu que du coup on suit aussi toute une partie où ils sont confinés donc dans l'annexe de la maison qu'on peut, je pense d'ailleurs, visiter, si je dis pas de bêtises, aux Pays-Bas.
j'ai peur de me tromper. Mais enfin bref, donc dans l'annexe où bah, du coup ils ont été confinés le temps de se cacher avec plusieurs familles et où ils sont vraiment entassés les uns sur les autres avec son petit frère, etc. Et ses parents. Et bah, forcément la suite de la déportation. Voilà, c'est un récit forcément qui est criant de vérité, vu que bah, c'est un récit de vie. Voilà, où c'est un point de vue parmi tant d'autres, mais je trouve que c'est très très parlant et très émouvant, très dur parfois à lire. Mais je pense que c'est un des ouvrages de ma bibliothèque qui est le plus important et que je ne me vois pas retirer. Je peux pas parler d'un coup de cœur comme d'autres, mais voilà, il me paraît vraiment très important de l'avoir dans ma bibliothèque et possiblement que voilà, il reste tout au long de ma vie, que si j'ai des enfants, à un moment ils doivent le relire, etc. Voilà, du coup, pour toutes ces raisons-là, bah, je vous présente en premier. Voilà, si je pense que j'en avais qu'un seul à conseiller, comme beaucoup de gens, ce serait sans doute celui-là, à moins que vraiment je tombe sur une énorme pépite. Mais je sais que certains en fait sont mieux faits aussi, mais celui-ci reste en fait tout à fait accessible. Et ce qui en fait une grande force aussi, parce que parfois ça peut être très lourd, ça peut être très trash. Celui-ci est un peu plus modéré. Donc voilà, premier livre. Ensuite, le deuxième livre que je vous propose est ici une fiction et un jeunesse, donc tout aussi accessible. Il s'agit du Garçon en pyjama rayé, donc écrit par John Boyne. Ouais, c'est ça. Et on va suivre du coup deux personnages. Donc on a Bruno et Shmuel. Alors si je le prononce mal, désolée. En tout cas c'est comme ça que je le prononce dans ma tête. Et en fait on va suivre donc le petit garçon, donc Bruno, qui je l'ai lu pareil il y a très longtemps et je pense que ce qui me reste le plus en tête c'est ce que j'ai vu en fait du film, de l'adaptation, mais qui honnêtement enfin c'est le même combat tout le temps, mais par rapport au livre n'est pas aussi poignant, aussi marquant, bien qu'il l'est quand même un petit peu, hein, c'est pas ça, mais ce qui fait la force ici, c'est vraiment d'être à l'intérieur de la tête des enfants qui, bah, du coup, n'ont pas toutes les clés pour comprendre ce qui se passe autour d'eux. Et clairement, ça a un gros impact sur les échanges qu'ils vont avoir. Parce que donc d'un côté, on suit, donc je vous ai dit, Bruno, qui est donc, je pense, de mémoire, le fils d'un SS. Et en tout cas, il réside dans une maison qui est vraiment juste à côté du camp. Donc de ce que j'ai compris, c'est ça, c'était un genre de quartier général. Et sa famille passe d'une maison, un truc genre 4-5 étages, à ce petit baraquement, comme ils disent. Mais enfin, on sait très bien que c'est quand même une belle maison par rapport au baraquement qu'il y a de l'autre côté de la grille. Hein. Et on suit en parallèle sa rencontre avec du coup Shmuel qui lui vit désormais dans le camp d'Auschwitz. Et je pense aussi que c'était celui d'Auschwitz. Je pense bien. Si, parce qu'ils le surnomment. Alors pareil, je ne sais plus comment ils le disent exactement. Mais en gros, ils font comme des jeux de mots. Comme il ne peut pas comprendre le mot Auschwitz, c'est un truc genre Auschwitz, un truc comme ça. Mais bref, nous en tant qu'adultes, on comprend du coup à chaque fois les significations. Mais il y a un peu voilà, ce petit côté de non-compréhension à tous les niveaux dans le bouquin. Et ce qui est vraiment extraordinaire dans ce livre, c'est donc la comparaison entre les deux milieux de vie, les deux trains de vie de ces deux enfants. Parce que Bruno ne comprend pas ce qui se passe, on lui invente des histoires sur qu'est-ce que ces gens font là-bas, qui ils sont, etc. Donc il reçoit les discours des adultes. Et à l'inverse, Shmuel, lui, tente de comprendre et le comprend par la force des choses. Et du coup, il y a plein de situations, on va dire, cocasses, où, par exemple, je me rappelle que Bruno a plein de nourriture tout le temps chez lui. Il y a des buffets, il y a des petits déj, des brunchs, etc. Et il va embarquer du coup un gâteau dans son sac pour aller emporter à son ami du coup Shmuel. Sauf que le temps du trajet, il se dit oh tiens j'ai un petit creux, etc. Et il finit par grappiller parce que c'est un enfant qui a des pâtisseries, etc. dans ses poches. Et il se dit de toute façon quand je vais arriver là-bas, il n'était pas au courant que j'allais ramener ça, donc je fais pas de mal. Mais nous,
on le sait quand on arrive et on a la description quand elle se retrouve face à face de chaque côté du grillage de cet enfant, donc Shmuel, qui est de l'autre côté et qui crève littéralement de faim. Il a la peau sur les os, enfin, vous avez vraiment l'image en tête, j'imagine. Et il y a vraiment plein de contrastes comme ça qui se font tout au long de l'histoire et qui aussi toujours entre innocence, légèreté parce que c'est des enfants et en même temps énormément de cruauté pour la réalité des faits qui sont dépeints à travers ce récit. Et du coup voilà, ça m'a beaucoup plu de pouvoir faire cette comparaison entre les deux, tout en dosant du coup avec ce recul de l'enfant. Je trouve que c'est un très bon équilibre qui rend le livre très accessible. Je pense qu'il y a beaucoup de niveaux de lecture, malgré le fait que donc, ce soit un jeunesse. Moi je dis ça, mais chez Folio Junior, moi j'ai des Roald Dahl et il y a aussi toujours plusieurs niveaux de lecture, donc voilà, c'est un peu le propre aussi de ce genre-là. Mais voilà, on a vraiment, donc là je vous ai dit un exemple parmi tant d'autres, mais il y a plein de situations qui sont décrites et on va aussi bien sûr plein de moments clés, on va dire, de la déportation de Shmuel, de la création, de l'évolution du camp, de comment se passent un petit peu les relations entre adultes des grades, comment ça va se transformer à la fin du côté de l'intérieur du camp. Enfin voilà, c'est aussi étalé sur plusieurs années, toujours de mémoire. Et je me rappelle à nouveau très bien de la fin qui m'a mis une de ces claques, encore plus que dans tout le reste du livre. Donc voilà, pour ça aussi, en plus du film qui, ma foi, est bien fait, mais je vous recommande du coup cet ouvrage parce que pareil, je pense que c'est un classique que les classes doivent présenter. Ici on dit à partir de 12 ans et ouais, je pense que pour les premières, deuxièmes, secondaires, voilà, ça va être normalement un incontournable selon mes définitions. Et voilà. Ensuite, dans un autre registre, ici, on a La part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmitt. C'est un auteur que je lis très souvent et dont je suis à jour pratiquement. Enfin ici, il est en train de faire une série, donc comme d'hab, j'attends que les séries soient terminées. Mais pour le reste, je suis à jour. Et c'est un livre qui a bien vécu, que j'ai prêté déjà plusieurs fois, etc. C'est déjà une petite brique, il est en train de se décomposer, le pauvre. Mais j'avais aussi acheté en occasion, qui fait du coup 500 pages. Je pensais qu'il était plus gros que ça, je vous avoue. Mais ici, la particularité, c'est qu'on va suivre Adolf Hitler, comme on le voit du coup sur la couverture, en... J'ai dit double temporalité, mais c'est pas vraiment ça. C'est, si vous voulez, on va dire 2 univers parallèles. Parce que le plus simple à mon avis, c'est que je vous lise le résumé, vous allez un peu mieux comprendre. On nous dit, le 8 octobre 1908, Adolf Hitler recalé. Que se serait-il passé si l'école des beaux-arts de Vienne en avait décidé autrement? Que serait-il arrivé si cette minute-là, le jury avait accepté et non refusé Adolf Hitler, flatté puis épanoui, ses ambitions d'artiste? Cette minute-là aurait changé le cours d'une vie, celle du jeune homme timide et passionné Adolf Hitler, mais elle aurait aussi changé le cours du monde. Du coup, si vous avez plus ou moins compris, mais je trouve qu'il n'est pas le plus limpide en fait. Tant pis. Et bref, donc, si on reprend l'histoire, on va faire plus simple. Vous savez peut-être ou peut-être pas que Adolf Hitler du coup a effectivement voulu intégrer l'école des beaux-arts de Vienne. Sauf que donc, comme on l'a dit ici, il a été recalé, mais il a toujours eu cette passion. Et donc, le principe de ce livre, qui est donc divisé en 2 à chaque fois, c'est qu'on va suivre une partie où c'est la vraie vie d'Hitler, les vrais faits, les vrais éléments de manière chronologique, etc. Et de l'autre, à chaque fois en parallèle, toujours aux mêmes dates, on va suivre sa vie imaginée s'il avait bien réussi son école d'art et s'il l'avait intégrée. Le truc, forcément, c'est de savoir est-ce que vraiment donc ça aurait changé le cours des choses, le cours du monde ou pas. À quel moment, vu tout ce qu'il y avait autour, la situation politique, tout ce qui est économique surtout, la misère, la pauvreté, le racisme, etc. Tous ces critères-là, l'après-guerre surtout, parce que bon, dans tous les cas, là on est en octobre 1908,
Et je rappelle qu'Hitler donc a participé à la Première Guerre mondiale, vu qu'il y a eu 14-18 avant. Et que voilà, il y a toutes ces conséquences là, que qu'il soit dans l'armée ou pas, se sont dans tous les cas passées. Et donc, à partir de ce moment-là, quelles vont être les répercussions pour la suite en 39-45. Et on va suivre donc toujours à chaque fois à nouveau ce parallèle. Et j'ai beaucoup aimé parce que la réflexion était très intéressante. Voilà, ça imagine tous les possibles, mais en même temps ça reste très crédible. Et les deux sont intimement liés au final. J'ai beaucoup aimé aussi, donc à nouveau, ce dosage entre réalité et fiction. J'ai aimé, je ne l'ai plus en tête parce que pareil je l'ai lu il y a des années celui-là. Si vous voulez, quand on terminait un paragraphe et qu'on reswitchait avec l'autre fiction ou réalité, on reprenait toujours un petit élément, enfin en tout cas souvent, un petit élément de la fin du paragraphe d'avant pour faire le lien avec le suivant, qui par contre ne se passe pas dans la même vie. Et donc c'était très bien écrit pour cet aspect-là. Et aussi parce que autant forcément dans la vie réelle d'Hitler on le déteste, autant dans l'autre c'est un personnage dont on va vite en fait s'attacher. Et parce que voilà, c'est quelqu'un, on le dit, timide, plein de doutes, plein de réserves, qui a des ambitions, qui est complètement perdu dans la société dans laquelle il va évoluer, etc. Qui va vivre des choses très fortes, très difficiles avec les guerres, enfin voilà. Et donc on est obligé à un moment de s'attacher à lui et du coup de suivre ce personnage où on s'attache et en même temps à chaque fois il y a un rappel de « hey, tu t'attaches à lui, mais en fait c'est ce type-là ». C'est ce tyran, dictateur, pardon, etc. Donc, il y a toujours, ça nous met toujours des claques et il y a toujours je sais pas, une élasticité, une distorsion en tout cas entre les sentiments qu'on éprouve pour lui, pour ce personnage en tout cas, vu que Hitler, bon ça reste très fixe. Mais c'était très intéressant à suivre tout au long de sa lecture. D'autant que ce personnage, je vous dis, évolue beaucoup au fil des pages, au fil des événements, etc. Et donc voilà, je ne peux pas en dire plus que ça, je ne peux pas dévoiler forcément la fin parce que c'est toute l'intrigue qui est liée à ça. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, très malin comme approche. Et ouais, donc voilà, c'est un livre que je recommande parce que même en dehors de ça, la plume d'Eric Emmanuel Schmitt, je la conseille toujours, je l'adore, je pourrais la reconnaître à nouveau entre, j'ai 30 ou 10, même entre 100 je pense. Donc voilà, pour ça pareil, c'est très bien écrit. C'est un bon compromis si on veut avoir des éléments historiques et en même temps qu'on n'a pas envie que de ça, que ce serait trop lourd, etc. Ça reste du coup ici un contemporain, voilà. Donc voilà, donc je recommande vivement parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments intéressants, enrichissants, etc. Et énormément de réflexions du coup autour de tout ça, quoi, de Hitler. Je sais pas comment dire autrement. Le quatrième livre que je veux vous présenter aujourd'hui est à nouveau un roman jeunesse, ici donc chez Scripto. Il s'agit de Max, alors de Sarah Cohen-Scally, que je n'ai pas rencontré en dédicace, c'était à Montreuil en 2019, mais Céline de Couler comme l'encre avait été faire dédicacer pour moi pendant que je faisais la file pour Dixon. Je pense, ouais c'est ça. Et je me rappelle très bien de ce livre, même si je l'avais lu du coup en 2019, parce que c'était clairement un roman coup de poing. Parce qu'on suit du coup ici Max, vous l'avez compris, qui est né dans un Lebensborn. Alors, à nouveau petit résumé pour que vous ayez un peu l'idée générale. On nous dit 19 avril 1936, bientôt minuit. Je vais naître dans 1 minute exactement. Je vais voir le jour le 20 avril. Date anniversaire de notre Führer. Je serai ainsi béni des dieux germaniques et l'on verra en moi le premier-né de la race suprême, la race aryenne. Celle qui désormais régnera en maître sur le monde. Je suis l'enfant du futur, conçu sans amour, sans Dieu, sans loi, sans rien d'autre que la force et la rage. Je mordrai au lieu de téter, je hurlerai au lieu de gazouiller, je haïrai au lieu d'aimer, Heil Hitler. Max est le prototype parfait du programme Lebensborn initié par Himmler. Des femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de purs représentants de la race aryenne, jeunesse idéale destinée à régénérer l'Allemagne, puis l'Europe occupée par le Reich. Voilà, donc, pour ceux qui ne le savent pas, moi je l'ai appris assez
tard, en fait dans mes cours d'histoire en 5e ou en réto. Les Lebensborn donc ont été créés, comme vous l'avez entendu ici, pour faire en gros des bébés à la chaîne. C'était vraiment des usines comme des élevages intensifs en fait, c'est le même principe. Mais donc en gros il y avait donc des femmes blondes aux yeux bleus avec les bonnes proportions pour la tête, pour les hanches, etc. Enfin bref, il y avait toute une batterie de tests qui était faite, où elles devaient être en bonne santé, etc. Et bref, si elles réussissaient ces tests, leur nouveau boulot, c'était vraiment ça, c'était d'enfanter en boucle et en boucle et en boucle et en boucle des bébés pour repeupler donc l'Allemagne et le reste en peuple arien. Et donc voilà, c'était leur job, c'était poule pondeuse quoi. Et du coup dans ces Lebensborn après, donc il y avait la partie où elles étaient enceintes, où il y avait tous les contrôles tous les temps, la partie où un peu avant l'accouchement, elles restent sur place et voilà, on les suivi le temps qu'elle accouche. Puis la partie où il y a la pouponnière, et c'est à partir de là qu'on suit du coup Max. Et la partie, on va dire garderie, où ils évoluent, jusqu'au moment où ils intègrent, je n'ai plus le nom en tête, désolée, mais la Young, je ne sais plus, je n'ai plus. Mais en gros, c'est un peu le scoutisme, mais version allemand, où ils faisaient un peu du scoutisme pour apprendre les valeurs, voilà, les valeurs de société, on va dire. Où ils apprenaient aussi, c'est du bourrage de crâne, hein, mais où ils apprenaient toutes les informations du coup sur l'histoire d'Hitler, l'histoire de l'Allemagne, représentée, voilà, pas très objectivement. Enfin bref, c'était vraiment du bourrage de crâne, etc., de la propagande à l'état pur et dur. Et une fois qu'ils avaient atteint un certain âge, je pense que c'est 12 ans à ce moment-là alors, ils intégraient du coup l'armée de la Cislérienne, voilà, c'est revenu, simplement. Et puis après, ils intègrent pareil l'armée, etc., etc., quoi. Bref, ce sont des machines à tuer qu'on produit en masse, et voilà. Et donc dans ce tableau, où on apprend vraiment beaucoup d'informations sur tout ça, on va suivre le personnage de Max à partir du moment où il naît effectivement, jusqu'à assez tard. Et c'est donc de la propagande. Et ces enfants, forcément, ils croient dur comme fer. Ils n'ont rien connu d'autre. On leur apprend ça dès le berceau. Ils sont vraiment drillés à fond. Résultat, oui, ça marche sur ces enfants-là. Et c'est les parfaits petits soldats qui vénèrent Hitler comme un dieu. Enfin, ils ont tous les rituels du repas, du lever, du coucher, etc. Enfin, vraiment, c'est leur papa à tous. Enfin... ouais, genre c'est leur dieu quoi. Et toutes les idées racistes, fausses, etc. Tous les commentaires qu'on peut entendre sur les juifs, comme quoi ils sont, c'est des rats, c'est des sales, c'est des voleurs, enfin tous ces trucs là, je ne fais pas le tour de tout le package, mais c'est pareil, vous avez l'idée. Max et les autres, ils croient vraiment dur comme fer. Et on va suivre du coup tous ces propos, toutes ces idées à travers la bouche d'un enfant, mais qui n'a aucun filtre pour le coup. Et c'est ça qui rend le récit hyper choquant, c'est qu'on entend des trucs vraiment hyper trash, mais on sait bien que ça vient à la base de la bouche d'un adulte, mais dit dans un enfant qui va s'adresser à d'autres enfants, d'autres adultes, etc. C'est vraiment hyper violent en fait. Je pense que vous pouvez vous rendre compte tant que vous les avez pas lus, mais parce que il m'en faut quand même beaucoup pour me choquer, il faut dire ce qu'il y a. Mais là, le contraste et la violence des propos, ouais, c'est pas de tout repos, quoi. Et donc, pour ça, je vous le recommande beaucoup. Parce qu'à nouveau, c'est un aspect que j'ai aimé découvrir, en fait, sur la Seconde Guerre mondiale. De voir aussi les questions, donc pareil, on le voit évoluer. Il va y avoir aussi d'autres situations, vu qu'il ne reste pas que dans ce Lebensborn. Qu'une fois qu'il va intégrer forcément l'armée, etc., il va y avoir d'autres situations plus compliquées, plus contrastées, on va dire aussi. Et voilà, des situations très périlleuses en général, vu que il est là pour être un peu la chair à canon. Et voilà, pour toutes ces choses-là, je vous le recommande parce qu'il y a aussi forcément tout au long de ces années-là une réflexion qui évolue tout le long. Donc on suit aussi bien les répercussions que toute cette propagande, etc.
ont sur ces enfants, sur la construction de leur identité, sur leur échange aux autres, quels troubles aussi psychologiques ils peuvent développer, etc. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Je ne pense pas, j'ai un doute sur la fin, je vous avoue, celui-là pourtant je sais qu'elle était marquante aussi, mais là je l'ai oublié. Mais je me demande aussi s'il n'y a pas une partie sur une fois que l'Empire tombe, qu'est-ce qu'ils deviennent. En fait, c'est un peu ça. Je pense que c'est légèrement abordé, mais je ne suis plus sûre. Ça, je vais pas mettre ma main à couper. Mais voilà, enfin bref, toutes ces réflexions, ces évolutions, etc., cette identité créée et absolument pas naturelle du coup, voilà, ça amenait vraiment beaucoup de sujets très intéressants. C'est vraiment creusé en profondeur et je vous le recommande comme les autres. Le dernier livre, et pas des moindres en ce qui me concerne, il s'agit de Je me souviens d'Auschwitz, de l'étoile du shérif à la croix de vie de Paul Sobol. Ce n'est clairement pas le livre le plus connu de cette sélection, mais c'est à mon avis celui qui me tient le plus à cœur de vous conseiller aujourd'hui. Car j'ai rencontré Paul Sobol lorsque j'étais en réto. Et en fait, ce monsieur, donc vous l'aurez très compris à mon avis au titre, est un rescapé du coup des camps. Et après quelques années, et une fois que voilà, le choc est passé, que les langues se sont déliées, que le tabou, etc. a un peu tombé, a décidé, comme plusieurs autres personnes, de raconter donc son histoire, ce qui s'est malheureusement produit donc dans les camps, voilà, pour faire tomber tous ces tabous, pour juste livrer son témoignage, raconter les horreurs qui n'ont pas été dites pendant très longtemps, parce que ça il faut aussi le souligner, qu'à la fin des camps, pendant les premières années en fait, très vite les gens n'ont pas accepté le fait que ça s'était passé, que c'était vrai, ça s'était produit si près de chez eux, etc. Parce qu'ils n'étaient pas au courant de tout en tout cas. Et très vite on en a fait quelque chose de tabou, où les gens ont juste, soit les concernés n'ont pas voulu en parler, soit on ne leur a pas laissé la parole, etc. Mais bref, après plusieurs années, Paul Sobol a fait partie donc de ces personnes qui ont voyagé d'école en école pour raconter son histoire, son témoignage du coup aux jeunes, aux autres générations, toujours pour que cela ne se reproduise plus. Malheureusement, je pense que voilà, l'être humain est fait pour que ça se reproduise en boucle. Mais bref, pendant X années en tout cas, pour que ce soit le cas. Et donc je vais vous lire aussi le résumé. On nous dit: issu d'une famille ouvrière d'origine juive polonaise, Paul Sobol a passé son enfance à Bruxelles. En 1940, les Allemands envahissent la Belgique. Sa famille parvient à se cacher pendant 2 ans après l'obligation du port de l'étoile jaune. Mais peu après le débarquement des Alliés en juin 1944, elle est dénoncée et arrêtée par la Gestapo. Paul est déporté au camp de transit de Malines, puis à Auschwitz-Birkenau. Il y est affecté comme menuisier dans un commando chargé de petits travaux pour les SS et parvient à s'y organiser pour survivre. À l'approche des forces alliées en 1945, les Allemands évacuent les camps de Pologne vers l'Allemagne et contraignent les déportés à une marche de la mort. Les survivants sont ensuite parqués dans les wagons mondés en partenance pour Dachau, où les déportés s'entretuent pour survivre. Arrivés affamés dans un camp annexe de Dachau, ils repartent en train vers le camp principal. Profitant alors d'un bombardement allié, Paul prend la fuite. Il trouve refuge dans un village auprès des prisonniers français. Il est libéré par les Américains le 1er mai. Revenu des camps avec sa sœur et laissant derrière lui ses parents et son frère, il a réussi l'exploit de conserver tout au long de son calvaire la photo d'une jeune femme rencontrée à Bruxelles qui deviendra son épouse après la guerre. C'est un très bon résumé de ce qui est écrit donc à l'intérieur, un très bon aperçu, et j'ai été extrêmement touchée par le récit de cet homme, vraiment remarquable, qui a une humanité sans fin. Vraiment, je pense que quand on a connu à ce point c'est des atrocités complètement inhumaines qui mêlent tout quoi, qui mêlent famine, perversion, torture psychologique, physique, tout.
Je n'ai pas les mots pour parler de tout ça, honnêtement. Mais toutes ces ignominies et toutes ces horreurs, je pense que quand on a connu tout ça et qu'on a gardé espoir et qu'on a connu la valeur des petits échanges vraiment humains, ça a dû me marquer comme ce serait impossible pour moi en fait au final. Même en travaillant social, ce serait risible à côté. Et oui, il était d'une gentillesse, il a incarné vraiment tout le reste, je pense, de sa vie, l'opposé de ce qu'il a vécu. Il a vraiment fait son grand bas de combat d'être quelqu'un de bien, un homme vraiment bien avec un grand B, qui prône la bonté, qui prône l'amour. Je dis ça comme si je l'avais connu, voilà, moi je l'ai juste rencontré, je sais plus, genre 2 heures, un truc comme ça. Mais ça se sent vraiment en fait quand on côtoie la personne que, vraiment, voilà, c'est la bonté incarnée, c'était incroyable. Quand il en reparle, il en parlait à chaque fois, pourtant c'était toujours le même discours en boucle, à chaque fois il remettait les frissons, il avait lui-même les frissons, il avait à chaque fois les larmes aux yeux, etc. Et on était obligés d'absorber toutes ces émotions, c'était très dur comme rencontre, mais vraiment ça m'a vraiment marqué très profondément. Et donc oui, c'est pas le récit le plus, je sais pas, le plus, c'est pas le waouh, c'est le plus marquant, le plus interpellant, le plus hallucinant, tout ça, qu'on peut lire, mais c'est son histoire à lui et c'est ce qui rend le récit d'autant fort, parce que comme pour Anne Frank, en fait, tous les individus l'ont vécu de façon différente en passant par les mêmes éléments. Mais voilà, c'est pas le récit le plus révolutionnaire, le plus abouti, profond, ce que vous voulez, sur le genre, mais ça me tient vraiment très à cœur de vous le proposer aujourd'hui. D'autant que pareil, ici on dit à la fin, tout le long en fait du camp, il a réussi à garder une petite photo du coup de celle qui deviendra sa femme par la suite et la mère de ses enfants, petits-enfants, etc. Et quand il en parlait, il y avait un tel amour et c'était vraiment... c'était ça qui lui donnait espoir pour toute la suite alors qu'il savait pas si elle allait la revoir, qu'il la connaissait pas beaucoup avant d'aller dans ses camps, etc. Et ouais, c'était incroyable. Déjà quand il explique la chance improbable qu'il a eu de réussir à garder cette photo tout le long, rien que ça quand il en parlait, voilà, les premières questions qui tombaient à la fin c'était et vous l'avez retrouvée cette femme là, etc. Alors qu'il racontait des horreurs, mais on avait tous envie de se raccrocher à cet élément positif sur tout le reste, tellement le reste du récit était dur à encaisser et ouais, c'était un peu notre lueur d'espoir en même temps que lui, quoi. C'est fou comme on a vécu les émotions à ce point en même temps que lui, qu'il a réussi à nous les faire passer alors qu'on n'y était pas, etc. C'était vraiment, vraiment incroyable comme expérience. Voilà. On ne retrouve pas forcément à ce point ces sentiments forts, du coup, rien qu'en lisant le livre. Malheureusement, donc entre-temps, Paul Chabol est décédé, donc je vous ai dit de mort naturelle. Mais voilà, c'est un récit que j'ai envie de conseiller parce que j'ai envie de continuer à promouvoir la démarche de cet homme et de tous ceux similaires qui ont fait la même chose. Je sais que j'ai pas les titres en tête, mais je sais que voilà, beaucoup ont fini par faire ça sous forme de livre, justement dans les dernières décennies de leur vie, parce que y a bien un moment où ils ne peuvent plus juste raconter leur histoire. Et donc le format papier est un bon outil. Et en plus, pareil pour les professeurs, si vous me regardez, ici il y a un dossier pédagogique qui est écrit par Eric Lowers en plus. Et du coup, je pense que pareil, ça peut être facilement utilisé comme outil en classe, en cours d'histoire ou ce genre de choses. Et du coup, voilà, je vous présente donc celui-ci en dernier. Je ne sais pas quoi dire beaucoup d'autres. En plus, parce que je pense que je vais m'éparpiller beaucoup. Parce que voilà, ça m'a plus touchée, donc je suis beaucoup moins objective. Je m'embrouille vite du coup dans ce que j'ai envie de vous dire sur lui. Et en même temps, voilà, je l'ai rencontré que 2 heures et du coup, forcément, je ne peux pas vous raconter toute sa vie, ou la seule partie que je connais se trouve dans ce bouquin.
Donc voilà, j'espère en tout cas que cette sélection vous aura un minimum intéressé, que l'un ou l'autre ouvrage s'ajoutera à votre wishlist. Je sais pertinemment que les livres de guerre sont difficiles à lire, ne sont pas du coup au goût de tout le monde et je peux totalement le concevoir. Voilà, moi je vous ai dit, ma démarche aujourd'hui c'était de faire ces recommandations parce que pour moi il faut continuer à en parler, ne pas oublier, etc. Pour ne pas répéter ces erreurs en boucle, même si je vous dis, aujourd'hui j'ai plus le même discours qu'il y a peut-être 10 ans où j'étais plus optimiste. Voilà, je pense que ça fait juste partie de la nature humaine de refaire ça en boucle. Mais en tout cas, ça fait toujours du bien, une cure de rappel, d'essayer de comprendre. Je vous invite aussi à lire des livres sur le sujet, sur la période de avant. Qu'est-ce qui a créé du coup ces guerres au début, au niveau économique, comment le racisme s'est installé, etc. Enfin bref, toutes ces évolutions-là. Parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain comme ça en mode genre oh Hitler est là, on va voter pour lui. Non, il y a des centaines et des centaines, enfin des milliers de personnes qui ont voté pour lui, qui l'ont soutenu, qui ont cru en une cause, en une bonne chose, etc. Et on ne peut pas dire en fait simplement que on voterait. Enfin, si j'étais à sa place, moi j'aurais pas voté pour, ou moi j'aurais jamais fait ça, etc. C'est tellement plus complexe que ça, que je pense que c'est hyper important de s'informer du coup sur le sujet pour justement ne pas tomber dans ces mêmes erreurs si ça arrivait à nouveau à l'avenir pour les autres générations. Donc voilà, c'est le message que je voulais dire aujourd'hui. Forcément aussi, en ce week-end, vous voyez vous la vidéo, d'avoir aussi forcément du coup une pensée pour toutes ces personnes décédées sous ces injustices, ces abominations et ces horreurs, et voilà, pas juste se dire génial, j'ai gagné un jour de congé, ou ah mince, en fait j'ai un jour de congé qui tombe sur le week-end et je ne peux pas le récupérer, etc. C'est de se rappeler pourquoi ce jour est là en fait. Et donc voilà, c'est aussi un peu comme ça que j'ai commencé à lire ces livres-là à cette période-ci, parce qu'en plus j'avais du temps de congé en plus, et du coup j'avais du temps pour lire, et donc j'en profitais pour faire ça en même temps. Enfin voilà, bref, j'aime prendre ce temps en tout cas de congé pour continuer à me documenter du coup sur ce sujet-là, et j'espère que vous avez fait de même en regardant du coup cette vidéo. Qui parle du coup un minimum de la Seconde Guerre mondiale, même si forcément là je vous ai pas donné beaucoup d'infos au niveau historique, mais plus au niveau du coup lecture. Donc voilà, sur ces paroles, je vais bientôt vous laisser. Forcément, comme d'habitude, si ce que je vous raconte sur la chaîne vous intéresse, etc., n'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires. D'ailleurs pour les commentaires, toujours pareil pour les timides et les pressés, etc., je me répète. Petit emoji, pour le coup ça va pas être cool. Est-ce qu'on va vraiment mettre des bombes? Non. On va mettre des petites bougies, des petites bougies, soit en emoji tout court, ou alors des petits cœurs avec les étoiles, ou des trucs comme ça, ou des petites lombes aussi pour la paix, ou ce genre de choses. C'est mieux, c'est mieux. La bougie, je pense que ça reste le mieux. Mais voilà, on va quand même mettre l'aspect positif un peu de tout ça, du vin de mémoire, plutôt que ce qu'il y a derrière. Et voilà, je n'ai plus qu'à vous laisser et vous faire plein de bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.